Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Alice Charras. Elle vient nous parler de la Société québécoise de la schizophrénie. À l'espresso et à l'espresso allongé, il est question de détresse des hommes. Notre collaboratrice Ève Cardinal vient nous parler du harcèlement et santé mentale au travail. Tout ça dans le menu de Folie douce, émission numéro 795. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Mon invité est Alice Charras. Bonjour, Mme Charras. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. Vous Merci. êtes directrice générale de la Société québécoise de la schizophrénie, SQS, communément appelée. On a déjà parlé de cette organisation-là, qui est très importante, mais on va quand même refaire un peu l'historique, puis un peu la mission. En fait, on va en parler. Puis évidemment, dans les prochaines minutes, on parlera des activités, puis de tout ce qui peut concerner la SQS. Donc, comment on peut présenter la Société québécoise de schizophrénie? Alors, la SQS existe déjà depuis 30 ans quand même et est un organisme à but non lucratif qui a été à la base créé pour les proches, en fait, de personnes vivant avec la schizophrénie. Oui. Et ensuite, c'est étendu donc plus largement pour venir en aide, donc, et majoritairement aux proches, aux membres de la famille, mais aussi aux personnes donc, touchées par cette maladie mentale. Et on a même étendu nos services aux psychoses dites apparentées. Donc maintenant, on parle de schizophrénie, mais aussi de psychose apparentée, lorsque le diagnostic n'est pas encore établi. On pense que c'est de la schizophrénie oui. à cause des symptômes et tout ça, des agissements de la personne, par exemple. C'est ça. Oui. Parce que la schizophrénie, ça a toujours été aussi une grande maladie. C'est une des grandes maladies mentales, en fait, connues. Puis c'est une des maladies aussi qui donne le plus... qui a peut-être une mauvaise presse, ou en tout cas qui donne une mauvaise impression aux gens. On pense tout le temps que schizophrène égale violent. Donc, à l'époque, quand ça a été fondé, est-ce qu'il y avait un peu ce côté-là de dire on veut en même temps un peu démystifier ça, puis on veut d'une certaine façon informer les gens sur ce que c'est vraiment la schizophrénie? Oui, en fait, je pense qu'avec le temps, au début, c'était vraiment d'intervenir auprès des familles pour un peu de la notion de psychoéducation, leur expliquer qu'est-ce que leurs proches vivaient, donc surtout les outiller et aussi donc déstigmatiser la maladie. Et avec le temps, la Société québécoise de la schizophrénie a pris une ampleur beaucoup plus même de sensibilisation du grand public, puis d'information, donc même de prévention. Et effectivement, la schizophrénie est souvent lorsqu'on en parle, c'est souvent dans les médias, lorsqu'il y a eu un événement dramatique, mais c'est vraiment la minorité qui en fait survient pour les personnes qui vivent avec la schizophrénie. Il faut rappeler que c'est quand même 1% de la population qui est touchée par cette maladie, 2 fois plus que Alzheimer. Pourtant, on parle beaucoup plus d'Alzheimer que de la schizophrénie. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent avec cette maladie-là et que cela ne transparaît pas nécessairement qu'elles peuvent avoir une vie totalement satisfaisante dans la société. Et c'est vraiment, encore une fois, souvent même des personnes qui vont s'infliger plus du tort à elles-mêmes que du tort envers les autres, parce que c'est extrêmement souffrant quand même pour certains qui doivent donc passer par plusieurs deuils aussi, plusieurs étapes donc, d'acceptation de cette maladie-là. Donc, c'est important de le rappeler. Comment on peut, pour le public qui nous écoute, comment on peut définir, est-ce que ça se définit assez bien, la schizophrénie? Est-ce qu'il y a une description assez simple qu'on pourrait dire aux gens? En fait, la schizophrénie, c'est une personne qui va vivre donc des psychoses. Lorsqu'on parle de psychose, on parle de déconnexion avec la réalité pour que ce soit compris en fait du grand public. Mais elle va aussi en fait avoir donc la psychose, c'est ce qu'on appelle les symptômes dits positifs parce qu'en fait ils sont apparents. Puis lorsqu'une personne a la schizophrénie, elle a aussi des symptômes dits négatifs. Lorsqu'on parle négatif, c'est des symptômes un peu plus qui sont moins visibles. Par exemple, une personne qui va avoir une difficulté même au niveau de l'expression des émotions, donc ça va être moins visible. Un manque de motivation. Il peut y avoir aussi une non-reconnaissance de la maladie. C'est un des symptômes de la schizophrénie. Donc, des fois, c'est aussi difficile pour les familles ou l'entourage d'échanger avec une personne qui peut vivre avec cette maladie-là parce que ça peut être difficile pour elle. Ça fait partie d'un de ces symptômes d'accepter ou de reconnaître, en fait, simplement sa maladie. Donc, ces symptômes-là sont là. Puis, souvent, en fait, la schizophrénie, elle se reconnaît, par exemple, d'une autre psychose qui pourrait être dite plutôt toxique ou même quelqu'un vivant avec la bipolarité peut avoir des psychoses. C'est que c'est dans la durée, en fait, il faut qu'il y ait une certaine durée dans le temps pour que
qu'il y ait un diagnostic d'établi. Donc, c'est à peu près 1 mois où la personne va avoir ce mélange de symptômes dits positifs, psychose, et symptômes négatifs. Et est-ce que cette problématique-là se déclenche justement à l'âge adulte, jeune ado, adulte, c'est à peu près cette période-là de la vie, hein, je pense. Généralement, oui, ça se déclenche à peu près à l'âge de... En fait, on dit une tranche entre 15 et 30 ans, mais ça peut à la fois apparaître chez les hommes que chez les femmes. C'est vraiment égal, mais c'est souvent au jeune âge adulte. C'est pour ça aussi qu'on veut souvent intervenir rapidement, sensibiliser rapidement, parce que ça peut être plus ça arrive jeune à l'âge adulte, plus la personne souvent au niveau de ses habilités sociales, elle les a peut-être pas autant établies qu'une personne qui aurait une trentaine d'années. Ouais. Et donc souvent, le plus on intervient, le plus on lui explique aussi, et à la famille et à elle-même, ce qui lui arrive, il y a plus de chances qu'elle se rétablisse. Oui. Et si on vient justement à la Société québécoise de schizophrénie, SQS, donc vous avez un travail important, même dans la francophonie, parce qu'il n'y a pas tant de ressources que ça en français, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'informations, je crois, même sur votre site web et peut-être dans tous vos réseaux que vous utilisez. Comment on peut définir les activités que vous faites ou les services que vous donnez à la SQS? Oui, alors on offre toutes sortes de services. En fait, on offre du soutien dit psychosocial par une intervenante psychosociale, donc auprès, donc, comme je disais, les membres de l'entourage, les familles. Aussi, on offre du soutien par des pairs aidants, donc une personne qui vit avec la schizophrénie, qui va offrir des activités à des personnes touchées par la schizophrénie. Donc, c'est un bel exemple, en fait, de rétablissement. Il offre toutes sortes d'activités, ça permet de briser l'isolement, mais il offre aussi du soutien individuel pour montrer un petit peu c'est les outils qu'il a utilisés pour que ça contribue à son bien-être à lui-même, pour avoir une vie satisfaisante. On offre également, en fait, beaucoup de formations de type plus psychoéducative. Donc, aussi bien vraiment, on forme, donc encore une fois, les membres de l'entourage sur comment mieux aider, mieux accompagner leurs proches, mais aussi les intervenants. Maintenant, c'est tout récent, mais on offre maintenant une formation pour les intervenants, donc mieux intervenir auprès d'une personne dite psychotique, entre guillemets. Que ce soit dans le domaine de la santé mentale ou d'autres domaines, parce que c'est ça, les intervenants peuvent avoir affaire à intervenir avec une personne qui a des problèmes de schizophrénie. Effectivement. Puis on offre aussi beaucoup, en fait, de sensibilisation dite plus de grand public. Donc on offre aussi on essaie d'être présent dans la plupart des kiosques pour justement que la schizophrénie soit mieux connue. Et souvent, en fait, on fait appel à beaucoup de témoignages. En fait, on a énormément de personnes qui sont juste prêtes à témoigner et montrer justement le vrai visage de la schizophrénie, c'est-à-dire le visage de monsieur et madame tout le monde, parce que, comme je dis encore, c'est 1% de la population. Donc, c'est quand même un certain grand nombre au Québec. Et c'est souvent une bonne façon de véhiculer des messages et d'informer quand on a vraiment un cas vécu et que la personne peut en parler. Et puis, ça aide beaucoup à comprendre. Là. Souvent, c'est moins théorique, c'est plus c'est du réel. Hein. C'est plus humain, c'est plus en fait concret, plus réel. Puis ça permet aussi de donner espoir. Par exemple, des fois, à une personne qui découvre son diagnostic, c'est pas facile avec ce que les médias véhiculent, d'accepter qu'on a peut-être cette maladie-là. Donc, de montrer que des personnes ont une vie tout à fait satisfaisante, ça donne beaucoup espoir. Et je pense que c'est l'essentiel souvent aussi de faire la part des choses entre, le théorique, ce qu'on peut expliquer, mais ne pas hésiter à faire part donc de nos membres. Absolument. Et Mme Charras, donc, vous avez gravité dans le domaine de la santé mentale à différents endroits. Vous êtes ici à la SQS depuis environ 1 an. Comment vous pouvez expliquer justement que la santé mentale, on sent qu'il y a une amélioration au niveau de la perception de la société? Est-ce que vous êtes déjà, probablement que vous questionnez là-dessus à la SQS, comment on peut faire pour mieux faire? Mais les gens, on a l'impression qu'il y a comme toujours une espèce de un fossé peut-être de compréhension. Tu sais, c'est difficile de faire passer l'idée de ce qu'on disait, là, que les gens nécessairement sont pas violents. C'est pas parce qu'on est schizophrène qu'on est violent. Donc, ce genre de concept-là dans la société, on dirait qu'on a de la misère à passer ce message-là, peu importe ce qu'on fait comme travail. Donc, est-ce que vous vous questionnez comme personne et aussi peut-être comme directrice générale de la SQS? Oui, je me questionne beaucoup, puis souvent, je pense que une des choses qui peut être faite, puis c'est ce qu'on fait en fait de plus en plus là à SQS depuis que je suis en poste, c'est essayer de faire donc des activités même plus, je dirais, inclusives, des activités même aussi bien bénéfices que des activités, mais des événements
Moi, j'utilise beaucoup en fait l'art en fait pour essayer de à la fois venir chercher le grand public, monsieur, madame, tout le monde, et montrer que dans nos membres, en fait, dans nos participants, on a des personnes très talentueuses. Donc, je trouve que c'est un moyen des fois de ramener un peu à la réalité, de sensibiliser en fait le grand public sur cette réalité-là, puis en utilisant un médium comme l'art pour venir toucher en fait les personnes, parce que l'art, généralement, c'est une des choses qui touche n'importe qui. Mais en plus, quand on démontre que ça a été réalisé par une personne touchée par la schizophrénie, ben, ça vient davantage toucher parce que, ben oui, il y a énormément de talent dans ces personnes-là, mais on l'ignore ou peut-être qu'on ne veut pas y penser. Donc, c'est une des façons en un an en poste, c'est une des choses aux lesquelles j'essaie de travailler. Il faut essayer de se renouveler, puis essayer de trouver des moyens, c'est ça, peut-être de changer la façon de faire, de transférer l'information. Quoique, je pense que vous avez déjà aussi des bonnes statistiques au niveau de l'achalandage du site web, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur votre site, là, quand on veut vraiment en apprendre plus sur le domaine. Je pense que les gens consultent beaucoup les informations aussi. Oui, définitivement. Notre site est vraiment quand même riche. C'est une référence. C'est une référence, et effectivement. C'est important de le rappeler parce que on a vraiment beaucoup d'informations qui sont présentes sur notre site web, et d'ailleurs aussi beaucoup de conférences. En fait, la plupart des conférences qu'on donne, c'est un des services que j'ai oublié de mentionner tantôt. Les conférences qu'on offre sont toutes disponibles sur notre site Internet. Donc, ça fait des années que nous avons comme vraiment des centaines de conférences disponibles. En fait, il suffit juste d'être membre de la SQS. Donc, c'est un abonnement annuel qui est vraiment quand même une somme modique. La personne a accès à toutes les conférences. Si elle n'a pas pu venir sur place, elle a accès à toutes les conférences en ligne. Et c'est quand même assez riche parce qu'on a quand même des bons partenariats avec que ce soit des psychiatres, des pharmaciennes cliniciennes. Récemment, on a une pharmacienne qui est venue faire de façon très simplement une conférence sur la médication possible qui pouvait être offerte à une personne vivant avec la schizophrénie. Donc, c'est des choses comme ça, on essaie... Ça change beaucoup parce que on parle de médication il y a 30 ans, on parle de médication il y a 10 ans, puis on parle d'aujourd'hui, c'est autre chose. Là. Oui, donc de cette façon-là aussi, on se renouvelle parce qu'en fait, on va toujours chercher des conférenciers aussi qui vont... alimenter un peu nos réflexions aussi nous-mêmes sur la schizophrénie. Oui, il reste un peu de temps, Mme Charras. Donc, les projets de la SQS, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut mentionner ou des choses qui s'en viennent? Est-ce que vous sans dévoiler des secrets, mais est-ce que vous avez un peu une vision de où vous voulez aller avec la Société québécoise de la schizophrénie? Sans dévoiler des secrets, mais quelque chose qui peut être mentionné, c'est qu'on essaie donc de plus en plus d'offrir des activités dites un peu plus inclusives. Ce que je peux dire, c'est que récemment, on a créé un partenariat avec le Musée des Beaux-Arts pour offrir donc des sorties pour les personnes atteintes de la schizophrénie, mais également offrir en fait des sorties dites plutôt en famille, donc et les membres de l'entourage et leurs proches, donc atteints de schizophrénie, de faire une sortie culturelle. Et vraiment, on a découvert que ça pouvait créer un lien un peu plus fort entre les proches eux-mêmes, mais aussi, en fait, pouvoir sortir un petit peu la personne atteinte de schizophrénie et la faire rencontrer d'autres personnes qui pouvaient peut-être vivre la même réalité qu'eux. Donc ça, c'est une nouveauté dont on est très fiers. Et que les proches soient présents. C'est pas un truc de ghetto où on dit juste les gens qui ont des problèmes de santé mentale vont sortir, alors que là, leur entourage voit aussi peut-être des fois des progrès socialement, les gens se sentent peut-être mieux, donc c'est encourageant aussi. Donc, c'est d'intégrer tout le monde, dans le fond, d'impliquer tout le monde. Hein. C'est ça qui est important. Définitivement. C'est ça. En terminant, il faudrait qu'on mentionne les coordonnées, les gens qui veulent en savoir plus. On parlait du site web où il y a beaucoup de ressources, c'est intéressant de le mentionner, et peut-être le téléphone aussi de la SQS. Bien sûr, alors le site Internet, c'est www.schizophrénie.qc.ca. Et si jamais vous aviez des questions, vous pouvez écrire à l'adresse courriel qui est info@schizophrénie.qc.ca ou nous contacter au 514-251-4125. Mais on a également un numéro sans frais au Québec qui est le 1-866-888-2323. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous donner de l'information. On est là pour ça. Merci beaucoup, Mme Alice Charras, donc directrice générale de la SQS. Merci. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604. C'est maintenant le moment du bloc espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Salut, on va parler aujourd'hui de la détresse des hommes, un grand sujet qui est très tabou, je dirais. On parle souvent de tabou ici à l'émission, mais ça, c'en est un. Je dirais peut-être de moins en moins tabou, mais... Oui, mais c'est timide encore, je dirais. Oui, parce que les hommes ont cette espèce de fierté de
de pas vouloir consulter. Mais écoute, je trouve que c'est de moins en moins vrai. Mais aujourd'hui, je vais vous lire... en fait, je vais commencer par un article qui touche à ce sujet. C'est Ève qui est parmi nous à l'émission aujourd'hui. Qui va être plus tard à sa chronique, effectivement, à l'émission. Hein. Alors, elle a attiré mon attention sur cet article. C'est qui t'a alimenté en termes d'informations pour Exactement. ça. Hein? L'article s'appelle « Montréal, un homme sur 4 en détresse psychologique ». C'est sur la toile, comme on dit, sur le net, et c'est sur le site du Journal de Montréal. Ouais. C'est un article écrit par Mme Dominique Scali, qui est journaliste. Et je pense que j'ai l'impression, que tu vas sûrement nous le dire, mais j'ai l'impression que la détresse, souvent, c'est pas parce que la personne est à l'article de la mort. La détresse, ça peut être à différents niveaux. Fait qu'un sur 4, c'est pas dur à croire qu'il y a un homme sur 4 qui a certains problèmes et qui se sent pas vraiment bien. Tu vas voir que les statistiques, en fait, ça montre qu'il y a encore plus d'hommes que ça qui ont besoin d'aide. Elle nous dit « Les hommes sont plus portés à aller chercher de l'aide quand leur médecin leur recommande que sur les conseils de leur conjointe. » Révèle un sondage qui indique qu'un Montréalais sur 4 souffre de détresse psychologique. Le docteur Sylvain Dion, qui est vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, nous dit « Un homme va venir me voir parce qu'il a des maux de tête, des douleurs à l'épaule, mais tu vois, dans son non-verbal, qu'il se passe autre chose. » Oui, bien c'est souvent ça, la réaction du corps. Souvent, le corps physique donne des réactions, mais des fois, ça part d'un côté psychologique, d'un côté émotionnel. Oui. Le docteur Dion poursuit en disant « Si tu lui tends une perche, ça va ressortir qu'il vit de la détresse. » À partir d'exemples qu'il voit régulièrement dans son bureau de médecin de famille. Les hommes ne sont pas nécessairement plus nombreux à vivre de la détresse que les femmes, mais il est bien connu que quand ils en vivent, ils sont moins enclins à aller chercher de l'aide. Explique la psychologue Janie Houle, première auteure du sondage et professeure à l'UQAM. Le Comité régional en santé et bien-être des hommes de l'île de Montréal a donc commandé un sondage auprès de la firme Somme. Quelques 1540 hommes y ont participé. Et selon les résultats, 25% des hommes vivant à Montréal ont dit se sentir déprimés, bons à rien ou désespérés suffisamment souvent pour que les chercheurs les considèrent en situation de détresse psychologique probable. Si je peux faire une parenthèse, Pierre, en passant, je trouve que dans la publicité, les hommes sont tellement traités comme crétins là, que ça ne m'étonne pas qu'ils se sentent moins que rien, parce que plutôt que d'avoir des publicités qui sont égalitaires, parce que longtemps, la femme a été traitée un petit peu de côté, mais là, c'est les hommes qui ont l'air des nochons. Puis ça on rit de ça, mais à quelque part, je pense que c'est décourageant. Ce serait le fun de montrer des belles images des deux, hommes et femmes, ça pourrait pas nuire. On dirait que ça prend toujours une cible. Hein? Oui, puis là, la cible, c'est l'homme, ces temps-ci. Alors, cette détresse masculine est encore plus fréquente, selon l'article, chez les jeunes hommes. C'est-à-dire 43% parmi ceux qui sont âgés de 25 à 34 ans. Il suffit de se rappeler les meurtres conjugaux et familiaux qui défraient les manchettes pour se rappeler les graves conséquences que peut avoir la détresse de certains hommes, qui sont aussi plus nombreux à recourir au suicide. Et Mme Houle nous dit « Maintenant, comment fait-on pour faire combler le fossé pour qu'ils aient recours aux services psychosociaux? » Le sondage révèle notamment que pas moins de 69% des hommes avaient consulté un médecin de famille dans la dernière année. En revanche, seulement 17% ont consulté un psychologue, un travailleur social ou un intervenant dans un organisme. Mme Houle ajoute « Les hommes sont un peu méfiants et sceptiques par rapport à ce que les intervenants peuvent leur offrir. Les médecins semblent jouir d'une bonne crédibilité auprès des hommes, résume-t-elle. Ainsi, il y a de fortes chances qu'ils aillent consulter si leur docteur le leur conseille. » Mais les médecins ont-ils le réflexe de recommander une psychothérapie aussi rapide que celui de prescrire un médicament? Peut-être pas, nous dit Mme Houle. Elle soupçonne notamment que les médecins ne connaissent pas toujours les ressources qui existent, alors que dans presque toutes les régions se trouvent des organismes pour hommes. Le docteur Dion nous dit « Le médecin qui travaille dans un groupe de médecine familiale où il y a un travailleur social va avoir une bien meilleure connaissance de ce qui existe
que le médecin qui est tout seul dans sa clinique. Mais au-delà de la question des références, il y a également le problème du manque de services à long terme en santé mentale. Je rappelle Daniel Lapalme de l'organisme Pause Famille dans le quartier antique. Dans les CLSC, les listes d'attente sont longues et les suivis prévoient souvent un maximum de séances, ce qui n'est pas idéal pour un traitement en profondeur. C'est par défaut que les médecins vont se tourner plus rapidement vers la médication parce que le réseau public de santé n'arrive pas à fournir à la demande en santé mentale, indique le docteur David Barbeau du Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations. Et consulter un psychologue aussi, ça coûte environ 100 $. Alors, je vais m'arrêter ici et on poursuivra sur le sujet un peu plus tard. Exactement, la détresse des hommes à l'Espresso allongé plus tard à l'émission. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaboratrice Ève Cardinal nous présente son sujet « Harcèlement et santé mentale au travail ». À l'Espresso allongé, nous poursuivons avec la détresse des hommes. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. C'est avec plaisir que j'accueille à nouveau Ève Cardinal. Bonjour Ève. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors aujourd'hui, ta chronique porte sur le harcèlement et santé mentale au travail. Un fléau, finalement, le harcèlement, c'est encore très présent, je pense, au travail. Tout à fait. Et en fait, c'est une zone floue, hein, le harcèlement, la santé mentale au travail, comment ça fonctionne et tout. Donc, il y a des critères qui sont à définir et des fois, il y a un adage qui dit « Est-ce que je suis paranoïaque au travail? Est-ce que je pense des choses? » Tout ça. Donc, où ça s'arrête, où ça commence, comment ça peut affecter la santé mentale, quelles sont les relations hiérarchiques. C'est un peu ça là, que je souhaiterais aborder aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des gens qui généralisent ça. Il y a peut-être des gens qui pensent que ce qu'ils vivent, c'est pas du harcèlement et ça en est. Il y a peut-être d'autres mondes qui en vivent pas, ils pensent en vivre. Hein? C'est ça que c'est un peu, comme tu dis, un peu la zone grise ou quelque chose qui est flou, qui est pas très clair, pas très défini encore. Mais comme tu dis, en fait, Yvan, c'est vice-versa et versa-la-vis. Hein? Des fois, on pense qu'on en vit, des fois, on pense qu'on n'en vit pas. Des fois, il y a des circonstances, tout ça. Donc, il y a plusieurs facteurs à ce niveau-là. Mais pour d'abord définir, là, c'est quoi le harcèlement? Il y a des agissements qui doivent être répétés et consécutifs. Donc, on ne peut pas dire que si on s'entend mal avec son patron, si on a eu un conflit avec notre collègue de travail, c'est du harcèlement. Mais c'est important aussi, c'est très important au niveau de la santé mentale au travail et pour l'estime de soi de reconnaître ces agissements-là. Alors, voici ce que c'est. Hein. C'est des agissements, des agissements qui sont répétés. Qui atteignent l'intégrité physique, psychologique, qui sont en fait des argumentaires qui n'ont pas de logique. C'est par exemple prendre une personne à part et la dénigrer. Mais c'est toujours une zone grise aussi. Du harcèlement, on peut définir ça aussi comme étant des attaques sournoises, parce que des fois, ça commence très sournoisement sur un comportement. Donc, c'est en grosso modo du dénigrement. Puis on reviendra aux solutions ensuite, mais souvent, ce qui est important, c'est de noter au jour le jour quels sont les agissements de la personne qui nous fait subir du harcèlement. Ça peut être un supérieur, autant que ça peut être un collègue de travail, selon la hiérarchie en question. Et comme tu dis, c'est répété aussi, c'est ça, du harcèlement, c'est pas une fois. Il arrive quelque chose une fois, bon, c'est une fois, c'est une situation peut-être fâchante, mais c'est pas du harcèlement. Alors que quand c'est à répétition, et comme tu le dis, je pense, bon conseil de noter même le moment, parce que ça peut servir éventuellement s'il y a quoi que ce soit, là, une plainte qui est déposée, je pense, de noter vraiment les dates, puis qu'est-ce qui s'est dit, puis c'est qui, donc de documenter finalement ces situations-là. Oui, tout à fait. On s'entend qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une maladresse. Là. Il faut de la complémentarité là-dedans. Il faut qu'il y ait un harceleur qui domine. Il faut. Ce n'est pas un bon verbe là, dans ce cas-là, mais pour le définir. Parce que dans la question de la santé mentale au travail, ce qui, entre guillemets, mélange les gens, c'est quand ils ne sont pas capables de faire la nuance et qu'eux-mêmes deviennent affectés psychologiquement en se disant « Est-ce que c'est moi? » Donc, ça devient un fléau à ce niveau-là qui peut affecter toutes sortes de sphères là, au niveau du travail, que ce soit dans les relations de travail au niveau de l'employeur, mais pour soi-même. Donc ça, c'est important en premier lieu, première étape, en fait, de définir
est-ce que je suis victime de harcèlement ou non? Absolument. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Donc, dans cette même lignée-là, hein, le harcèlement a toujours existé, mais malgré tout, c'est une problématique de travail qui est moderne. Hein, et on s'entend qu'on reste dans un bureau, on reste dans des endroits, des fois, on a à côtoyer des gens au jour le jour et les dynamiques changent. Et ça peut engendrer, effectivement, des problématiques au niveau, surtout, en fait, selon les études là, que j'ai lues, ça engendre beaucoup de dépression et d'anxiété. Ce sont les deux conséquences, souvent, des relations de travail néfaste. Alors là, on parlait de harcèlement, mais la relation de travail néfaste aussi peut équivaloir à problème de santé mentale. Alors, à ce niveau-là, hein, comment on peut gérer ça? Puis comment l'employeur aussi peut aider? Parce que l'employeur a une responsabilité. Selon les normes de travail québécoises, en fait, s'il y a un problème de harcèlement au travail et qu'il y a poursuite, au bout de 2 ans, on s'entend, hein, c'est ça la norme hein, pour un employé, c'est l'employeur qui est responsable de régler les problèmes de travail au sein de son entreprise. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport aux 2 ans? Au niveau de la poursuite, qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, sous toute réserve, mais selon ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, au bout de 2 ans, quand on n'est pas syndiqué, donc on a un droit de poursuivre l'employeur s'il y a eu harcèlement au niveau du travail, que ce soit de la part de l'employeur ou de la part de notre employé. Et s'il n'y a pas eu qu'il n'y a rien eu qui se soit fait, c'est un peu ça, là, dans le fond. Exactement. OK, d'accord. Oui. Donc, à ce moment-là, si on a été harcelé par un employeur, c'est une chose, c'est la même chose, mais aussi si on a été harcelé par un collègue de travail, mais le fardeau revient à l'employeur, en fait, d'assumer la responsabilité que le climat de travail soit sain au sein de l'entreprise. Et probablement, ça se répétait, là, mais désolé. Non, mais c'est clair, oui. Et probablement que ça a toujours existé, le harcèlement. Même, tu sais, on regarde des années passées, là, on disait pas que c'était harcèlement, mais c'est certain qu'il y a dû en avoir beaucoup, mais c'est qu'on prend conscience aujourd'hui que ça existe, comme, tu sais, toute la société a comme évolué à plusieurs niveaux. Puis ça, c'est inacceptable, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre, là, dans plusieurs domaines. Je pense qu'on peut pas perdre non plus d'employés qui sont harcelés et qui décident de quitter ou qui ont carrément des problèmes de santé mentale à cause du harcèlement. Bien, tout à fait. Et quand tu parles de pénurie de main-d'œuvre, hein, c'est prouvé que je crois, si je regarde les statistiques, là, qu'il y a un bon nombre de pourcentage de gens, en fait, qui vivent des burn-out, des dépressions, des problèmes d'anxiété, comme je l'ai dit plus tôt, mais qui quittent le milieu de travail en raison de conditions de travail néfastes. Donc, ça appartient à ce moment-là d'une responsabilité collective hein, et aussi de l'employeur d'assurer un milieu de travail qui est stable. Et aussi, c'est un travail d'équipe aux collègues de travail, de travailler en communication. Donc, c'est une espèce de conscientisation sociale qu'on a à toutes les sphères, à tous les niveaux de la société, mais qui appartient aussi en fait à une responsabilité collective de plus en plus, que ce soit pour soi, pour les autres et pour l'ensemble de l'atmosphère de travail. Oui, exactement. Mm-hmm. Tout à fait. Alors, juste pour te dire, là, Yvan, là, au niveau des conséquences directes hein, du harcèlement au travail ou d'une mauvaise atmosphère de travail et d'un abus de pouvoir d'un employeur. Donc, on parle de symptômes de stress, l'anxiété, comme je l'ai dit, l'irritabilité, la nervosité, des accès de larmes hein, chez certains employés. Tu sais. Des fois, on entend dans le jargon elle a pété une coche aujourd'hui au travail, mais des fois, c'est un amas de frustration. Ouais. On s'entend, bon, je vais dire ça un petit peu de façon qui est peut-être pas diplomatique, mais on peut choisir ses amis, on peut choisir un peu sa famille dans le sens qui on voit, mais on ne choisit pas ses collègues de travail. Et pourtant, ce sont avec eux qu'on vit la majeure partie de notre temps, en tout cas dépendant, je parle d'une vie, bon, disons, typique 35 heures de travail, mais quand même. Donc ça engendre ça. Et surtout des sentiments de tristesse, de culpabilité et une altération de l'estime de soi. Et on parle même de phénomène qui est comparable à un viol dans certains cas de harcèlement ultime, hein, donc un sentiment de culpabilité. Mm-hmm. Donc la personne qui s'est fait harceler au niveau du travail, ça peut être au niveau de son apparence même. Des fois, c'est une grande cour d'école avec des adultes, hein, si je peux m'exprimer ainsi. J'ai l'impression que c'est des enfants qui se chicanent, mais c'est un peu ça, puis ça peut devenir assez méchant, merci. Hein. Et le sentiment de culpabilité, dire c'est de ma faute, peut-être que c'est moi qui est comme ça, peut-être que c'est moi qui devrais changer après tout. Les games de pouvoir, les jeux de pouvoir ne se jouent pas juste dans la cour d'école, elles se jouent dans les bureaux, elles se jouent dans les entreprises, elles se jouent dans les shops de travail, elles se jouent
dans toutes les sphères de la société. Et ça, c'est une conscientisation qui est importante. Parce qu'on parle à nos enfants, on dit à nos enfants 0 stop harcèlement. Il y a même beaucoup de cyberintimidation dans les milieux de travail. Oui. Ça, c'est un nouveau phénomène aussi qui est très important. Et quelquefois, on se rend compte que des gens qui n'ont pas de pouvoir veulent s'en donner, puis c'est ces personnes-là qui deviennent des harceleurs, sans faire une généralisation, mais j'ai remarqué à un moment donné dans le milieu de travail que les gens qui ont moins de pouvoir s'en donnent, puis c'est néfaste. Là. Bien, la personne, on l'a souvent vu dans les études avec les enfants, le bullier, l'intimidateur, et souvent la personne finalement qui a le plus de problématiques d'estime de soi. Donc, les rôles se renversent et c'est la même chose dans un milieu de travail parfois. Donc, c'est un phénomène qui est en même temps triste, mais en même temps intéressant et de se conscientiser en tant qu'adulte. Est-ce qu'on est resté dans une cour d'école? Et je pense que la bonne nouvelle, je pense que c'est de plus en plus d'employeurs qui sont et d'employés, comme tu disais tantôt, tout le monde est un peu concerné parce que c'est notre milieu qui devient malsain, même si on n'est pas touché soi-même. Il faut que tout le monde soit conscientisé. Je pense que de plus en plus, les gens le sont conscientisés. Fait que c'est intéressant quand même dans cette direction-là. Puis, dans ta ligne de pensée qui est super intéressante, Yvan, c'est qu'en fait, les employeurs deviennent de plus en plus conscientisés parce que ça engendre à leur niveau des coûts. De l'absentéisme, des problèmes de santé mentale, un manque d'attention, une gestion des ressources humaines énorme. Donc, par rapport à ça, je trouvais ça intéressant, c'est que la Commission de la santé mentale du Canada, qui est la SCMC, est déterminée, en tout cas, aimerait aider les employeurs justement à créer, à maintenir des milieux de travail sains sur le plan psychologique. Donc ça, c'est intéressant parce qu'ils ont fait des normes nationales, des études, en fait, pour aiguiller les employeurs, donc que ce soit des syndicats, que ce soit le milieu privé, des start-up, ce qu'on veut, pour aiguiller en fait, une collaboration avec les dirigeants du domaine, en fait, pour aiguiller puis aider, en fait, ces problématiques-là en milieu de travail qui sont absolument destructrices. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, donc, encore une fois, il y a un livre blanc qui est nouvellement publié pour mieux comprendre la santé mentale, la maladie mentale et leur incidence en milieu de travail. Et ça, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas au courant. Il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif, beaucoup de grandes entreprises et même des milieux qui sont en fait syndiqués, qui ont un programme d'aide aux employés. Ouais. Et souvent, c'est confidentiel. Ce sont des services qui sont confidentiels, qui sont offerts par l'employeur. Et ça, c'est une chose que j'aimerais lancer, en fait, à nos auditeurs. C'est qu'il ne faut pas hésiter parce que c'est très souvent le cas confidentiel. Ils n'ont pas le droit de divulguer. Ça, c'est des programmes d'aide aux employés. Ça, c'est important de faire. Et même dans les entreprises, c'est pas si grand. On a toujours l'impression que c'est des grandes entreprises qui ont ça, mais même des entreprises de plus petite taille ont ce genre de service-là parce qu'on se rend compte que c'est très nécessaire, justement, au niveau de la santé des employés, santé mentale. Tout à fait. Puis, il ne faut pas hésiter à voir ce sont quoi les ressources. Il faut en parler. Puis en parler pas à n'importe qui. Il ne faut pas rester seul là-dedans. Il faut voir c'est quoi les alternatives, et savoir que l'on est pas seul. Alors là, j'ai pas tous les sites web parce que j'ai beaucoup de ressources là, à vous donner. Donc, en fait, il y a entre autres l'Association canadienne pour la santé mentale qui a beaucoup de ressources à ce niveau-là, beaucoup de lectures. Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail, la commission, évidemment, la Commission de la santé et de la sécurité au travail, CENSST, je crois. Et surtout, il ne faut pas oublier le dernier message, Yvan, c'est que souvent, ces problématiques psychologiques au travail ont une incidence physique aussi. Des maux de dos, du stress, des chocs post-traumatiques. J'ai lu un témoignage qui m'a beaucoup touchée d'une jeune femme qui parlait que après avoir vécu du harcèlement au travail, donc elle, dans son cas, c'était un abus de pouvoir là, au niveau de sa patronne, ça lui a pris 2 ans avant de réintégrer le marché du travail et de penser juste à avoir une rencontre. Disons que sa patronne lui demandait une rencontre en face à face, avoir peur de se faire intimider à porte close. Wow. Donc ça marque. C'est pas le seul cas là-dedans. Souvent, c'est insidieux. Les intimidateurs, comme partout ailleurs, vont pas le faire devant tout le monde. Et ça reste vraiment ancré, puis c'est difficile de s'en débarrasser, de s'en défaire. Puis peut-être que les gens y arrivent très peu, même, sur le long terme. Là, ça peut avoir des répercussions très longtemps. Là. Dépendant, et apparemment que plus ça dure longtemps, plus les séquelles sont longues. C'est comme une peine d'amour, en tout cas, de façon générale. Et souvent, on parle réellement d'un choc post-traumatique. Donc, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Merci beaucoup, Ève Cardinal. Un bon sujet, donc harcèlement et santé mentale au travail. Merci, à une prochaine. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler.
Vous êtes à l'antenne de Folie douce. Nous poursuivons à l'émission avec l'Espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, la détresse des hommes. Lors du premier bloc, tu nous parlais d'un article intéressant, mais je pense que tu as des références ou d'autres informations à nous donner, Pierre. Oui, parce que quand même, au fil des années, il y a de plus en plus d'organismes qui existent pour venir spécialement en aide aux hommes. Ouais. Et on voit sur le net qu'il y en a un peu partout sur le globe. Même il y en a en Australie, il y en a en Europe, en Amérique du Sud, etc. Donc, c'est comme un besoin global et mondial. Là, je pense que les hommes ont souvent été mal servis jusqu'à un certain point. Il y en a un qui a été lancé en 2014 qui s'appelle allume.org. Ouais. Et je reviens sur ce site parce qu'il y a eu un article intéressant écrit par M. Pierre Pelchat sur le site Internet du journal Le Soleil. J'y reviens parce qu'il y a un témoignage intéressant qui est encore d'actualité, même si ça fait que quelques années. Il y avait un monsieur qui s'appelait Danny Chrétien, 41 ans, en 2014, et il a raconté son passé d'homme qui vivait depuis longtemps en intimidant les autres. Un rien pouvait le faire exploser tellement que cela l'a conduit à une rupture. Et ce monsieur Chrétien dit « J'ai fessé le fond en 2012 suite à un divorce et une nouvelle relation avec mes enfants. Il y avait des hauts et des bas. J'avais un caractère de chien, un caractère de cochon, a-t-il reconnu sans détour lors d'une conférence de presse. » Et l'événement voulait souligner, comme je disais, le lancement de ce site allume.org pour les hommes en détresse. Il avait dit « Je prenais ma force dans le fait d'écraser les autres, jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais traumatisé ma conjointe et mes enfants pour une paire d'espadrilles de 20 $. Suite à ma réaction, mes enfants se sont retirés dans un coin en disant qu'il ne fallait pas qu'ils fassent de bruit parce que papa n'est pas en forme et qu'il va nous péter et qu'il va nous en péter une aujourd'hui. » Aujourd'hui, Danny Chrétien est contremaître de mécanicien de véhicules lourds. Il a été camionneur pendant 18 ans avant qu'un accident l'empêche de reprendre la route. Il disait « Dans mon camion, si j'étais en maudit, je pognais le téléphone puis je le garochais dans le fond du troc. Je passais 2 téléphones par année. J'étais seul, ça ne paraissait pas, a-t-il dit. Il pouvait engueuler une serveuse si son café n'était pas assez chaud ou si son hamburger n'était pas à son goût. Son comportement violent remonte loin pendant son enfance. Il disait « L'expression « mon père est plus fort que le tien », moi, je peux le dire. Je l'ai vu aller, mon père. J'ai appris à faire ma place avec mes poings. Et si tu n'es pas assez fort avec tes poings, je trouverai un autre moyen pour être plus fort. Sinon, tu vas te faire écraser. Je haussais le ton et tout le monde se tassait, avait-il raconté. Danny Chrétien a réalisé son état délinquant après avoir rempli un questionnaire en vue de faire une thérapie au groupe d'aide aux personnes impulsives. Ça s'appelle le GAP, G-A-P, de Québec. Au début, il ne croyait pas que ce service pouvait lui être utile. Monsieur Chrétien dit « Lorsque j'ai rencontré le groupe d'intervention, j'allais là simplement pour me donner bonne conscience en me disant que je n'avais pas de problème. C'est toute la société qui avait des problèmes parce qu'on ne me comprenait pas. J'étais un incompris de la société. Sur 20 questions, il y en avait 18 où j'avais un comportement violent, des comportements autodestructeurs, autant pour moi que pour la famille. Il n'a pas pensé au suicide, du moins consciemment. Suite à la thérapie, M. Chrétien dit « J'ai réalisé que j'ai eu des idées suicidaires sans y penser quand tu es rendu que tu calcules le montant des prestations d'assurance vie au décès. Pourtant, j'ai pas le goût de mourir. » Mais je le prépare pareil. Aujourd'hui, après sa thérapie, Danny Chrétien se sent beaucoup mieux dans sa peau. Il invite les hommes en détresse à faire comme lui. Le Danny de 2006 et le Danny de 2014, c'est carrément pas le même. J'ai moins peur de ce que le monde va penser de moi, avait-il confié. Il faut savoir que cet article-là avait été écrit en 2014. Ouais. Il sait que son comportement d'intimidateur l'a fait exclure de bien des groupes. On ne l'appelle pas pour des parties d'anciens élèves et il le comprend. Pourtant, il aimerait revoir ses chums d'école et la petite fille qui avait 13 ans et que je trouvais cute et qui était assise à côté de moi dans ma classe.
Laisse faire l'orgueil porte le titre du prochain paragraphe. Un premier site web sur les services d'aide aux hommes en difficulté au Québec, donc c'était le premier, donc c'était allume.org, avait été lancé officiellement à l'initiative du Centre de prévention du suicide de Québec. Alors, il y en a d'autres organismes. Il y a l'association IRIS, qui est une initiative de réinsertion sociale, mais qui est capable de s'adresser aux hommes. Ils fournissent aussi des conseils pour des hébergements pour les hommes qui sont en détresse. Il y a par exemple, ils nous proposent les hébergements Péloquin qui visent à offrir un toit et un accompagnement à une clientèle d'hommes vivant une détresse de situation. Ce service s'adresse à tout homme en détresse âgé de 18 ans et plus, temporairement dépourvu de logement et intéressé à entreprendre une démarche psychosociale. Il y a des chambres individuelles, évidemment, il y a des services d'accompagnement. On dit qu'il faut être âgé de plus de 18 ans, d'avoir un niveau d'autonomie fonctionnelle suffisant, une aptitude à vivre en groupe. Et ça ne s'adresse pas à ceux qui ont uniquement besoin d'un gîte. C'est vraiment là, pour répondre à une détresse psychologique. Oui. Ben c'est bien tout ça. C'est quand même très intéressant, l'aide qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on peut chercher s'il y en a? Il y a évidemment beaucoup de ressources, Pierre. Il y en a d'autres, des ressources, mais je n'ai pas le temps. Je n'aurai pas le temps de toutes les nommer aujourd'hui. Ouais. Mais si vous avez accès à l'Internet, allez simplement voir pour hommes en détresse. Et là, vous allez voir, selon les régions où vous habitez, quelles sont les ressources qui sont disponibles. Qu'est-ce qui peut vous convenir, effectivement. Merci beaucoup pour cette chronique, donc Détresse des hommes. Merci beaucoup à Pierre et à une prochaine. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Pour conclure ce rendez-vous de Folie douce, Pierre Laporte, merci beaucoup pour ta mise en onde. Ben, bienvenue, mon cher. Et également, merci pour tes blocs espresso et allongés où tu nous as parlé de la détresse des hommes en donnant des ressources. C'était intéressant de prendre des notes. Puis c'est un sujet, je pense qu'on devrait d'ailleurs ramener à l'émission éventuellement. Notre invitée en début d'émission, Alice Charras, nous a présenté la Société québécoise de la schizophrénie. Et notre collaboratrice, Ève Cardinal, était aussi des nôtres. Elle nous a parlé du harcèlement et santé mentale au travail. Alors, c'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir!